C'est bon. J'ai enlevé mon casque parce que… Oh, il était très beau. On y est, Merci, Georges. Jean-Michel. Alors nous sommes en direct, les amis. Georges. Ah ben, alors, nous enchaînons, hein. C'est vraiment que c'est une journée extrêmement dense. Depuis ce matin, les différentes interventions qui se sont succédées, à la fois sur les aspects cliniques, les aspects d'enseignement et de recherche, puis cet après-midi, les aspects de réduction des risques. Et entre-temps, l'intervention du ministre de la Santé, qui est vraiment une journée magnifique pour pouvoir parler de ces pathologies duelles, et beaucoup de choses qui se sont dites. Alors, ce qu'on va essayer de faire ici avec Jean-Michel Delille et Amine Benyamina, c'est un petit peu reprendre les éléments clés de la journée. Donc, on les a repris un peu au fil de l'eau. Donc, vous nous excuserez si les choses sont pas forcément mises en perspective comme vous pourriez de votre point de vue le penser. Mais on va essayer de reprendre les différents éléments et discuter à nous trois pour pouvoir un peu donner des pistes peut-être qui pourraient être suivies ensuite par chacun d'entre nous pour faire avancer ces questions sur les pathologies duelles. Alors, je vais essayer de, comme tout le monde, partager mon écran, mais je vois que sur la dernière session, ça s'est vraiment fait avec brio, si je puis dire. On maîtrise les nouvelles technologies. Alors, il faut que je retrouve. Alors voilà, je retrouve. Est-ce que c'est le bon diaporama? Alors, je commence du début. Donc, bon, de tradition, merci pour tous les intervenants dans toutes les tables rondes qui ont pu interagir, donner leur point de vue. Vraiment, la conclusion de Jean-Maxence qui a été faite tout à l'heure, c'est vraiment pas simplement que réconcilier la dictologie et la psychiatrie, c'est aussi tous les acteurs de ce champ et de ces interfaces sur un continuum qui va de l'usage aux soins, en évitant évidemment d'aller de pathologiser l'usage ou même l'expression clinique, l'expression d'une souffrance psychique. La souffrance psychique, c'est pas forcément la maladie psychiatrique, et donc il faut savoir retrouver, faire la part des choses, et évidemment que chacun puisse aussi s'y retrouver, acteur, patient, dans ces aspects-là. Je remercie donc tous les intervenants. Encore une fois, je remercie Marion Munch et Olivier Hurel sur l'aspect d'accompagnement technique et la mise en place de ces journées, tellement c'était vraiment fluide, même si on a eu des problèmes de connexion, c'était pas forcément simple, c'était bien. Je voudrais remercier également personnellement Nathalie Latour d'avoir participé à l'organisation de ces journées. Alors, je la remercier, Nathalie, je t'ai remercié. Vraiment, c'est important aussi de souligner ton implication dans l'organisation de ces journées. Alors, qu'est-ce que je vais dire, moi, de tout ça? Eh bien, remercier tous les participants, je le fais encore une fois, évidemment, le gouvernement, la DGS, la DGOS, la MILDECA, et puis les partenaires, Fédération Addiction, la FFA, et le Comité national de pilotage de la psychiatrie, Commission de psychiatrie maintenant, et puis Santé mentale France, le CUNEA, les universitaires, les médecins généralistes, les collèges universitaires en médecine générale, les associations de patients, l'UNAFAM, évidemment, ASUD, et tous les acteurs vraiment qui étaient là pour parler de tout ça, et les ELSA également. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qui a été dit? D'abord, ce que je retiendrai, ce que j'ai pu retenir, ce que j'ai noté un peu au fil de l'eau, ce qu'a dit le délégué ministériel, et puis peut-être ce qu'a repris d'ailleurs le ministre, articuler les acteurs. On doit avoir une logique de raison entre nous, et puis décloisonner. Décloisonner, ça a été dit par Franck Bellivier, ça a été dit par le ministre, ça a été redit dans l'atelier de cet après-midi. Évidemment, c'est, je crois, l'aspect de pouvoir se parler les uns aux autres pour essayer de se poser une problématique commune et essayer de la résoudre ensemble. Et ça, je pense que c'est une vraie logique d'ingénierie collective qu'il faut saluer. Alors, ce qu'a dit également le délégué ministériel, 3 axes: organisation des soins, formation, recherche. La recherche, elle doit être fondamentale, interventionnelle, et organisation des soins. Il l'a bien dit, je le souligne. Le ministre également a cité un projet de recherche qui est porté justement sur les aspects traumatiques et addiction. Il y en a d'autres, et je pense qu'il faut développer et porter des projets de recherche sur les pathologies duelles. Les outils sur lesquels on doit s'articuler, les acteurs pour travailler ensemble, eh bien, le PTSM, une déclinaison départementale, moi aussi, je suppose qu'elle doit être… désolé, c'est un résumé, je ne devrais pas donner mon avis, mais quand même, elle doit être également supraterritoriale. Il faut coordonner les projets territoriaux. Il va falloir trouver les échelles pour coopérer les acteurs. Une logique de formation commune qui a été dite également par le délégué.
En ce qui concerne le repérage en pratique clinique, dans cet atelier-là, il a été insisté au départ sur l'aspect du repérage précoce, le fait que plus on intervient tôt, plus on peut limiter le retard au diagnostic, accélérer la prise en charge, et puis sur des modèles peut-être issus de la schizophrénie, le modèle de staging qui a été développé notamment par les Australiens, repérer peut-être rapidement, c'est peut-être ça l'enjeu de la nouvelle clinique, l'interface, l'interrelation entre la pathologie addictive et la pathologie psychiatrique qui donne un trouble particulier qui peut-être fige ou modifie le parcours du patient. Donc plutôt chez les populations jeunes, bien sûr il a été parlé question des CJC peut-être à renforcer pour ces repérages, et puis déstigmatiser, ça a été dit souvent, notamment dans les chats, ces problématiques de pathologie duel. L'accompagnement, le case management, et puis évidemment avoir en particulier des outils de dépistage pour les médecins généralistes, ça a été rappelé, sur quels outils on peut se baser pour faire du dépistage. Et puis, ça a été dit ce matin dans le chat, notamment également par l'UNAFAM, les premiers secours en santé mentale, rapidement, pouvoir donner des réponses rapides à nos patients. C'est bien à quel point c'est difficile et aux familles, à quel point c'est difficile tant nos consultations sont à distance et tant les patients ont besoin de réponses immédiates et les familles aussi, donc trouver des possibilités de coup de fil, de réponses immédiates pour ces personnes en souffrance. Donc, penser des ponts entre les intervenants. Ensuite, ce que j'ai retenu dans mon diaporama est voilà. Alors la suite, c'est le repérage des pathologies duel en pratique clinique toujours. J'ai été vraiment frappé par la présentation sur la rencontre entre le médecin psychiatre et l'addictologue, cette question vraiment de l'alliance thérapeutique et de l'art de la rencontre qui a été précisée par notre collègue marseillais, et finalement en miroir le témoignage de notre patient Florent qui a pu dire vraiment d'une phrase éclairante, il faut écouter la parole du patient plutôt que de parler de diagnostic. Donc évidemment, pour nous qui sommes dans la logique de l'entretien motivationnel et de l'alliance thérapeutique, cette phrase-là ne peut que nous parler de la question de l'écoute de nos patients. Donc tous les acteurs évidemment concernés, ça a été dit dans cet atelier, qu'ils soient sanitaires, sociaux. Ne pas oublier évidemment dans les chats, on a bien vu les psychologues, les travailleurs sociaux, et tous les partenaires. Cette journée se voulait évidemment très large et sur tous les acteurs qui peuvent être des solutions évidentes pour la prise en charge de ces pathologies duel et des accompagnateurs que nous sommes tous évidemment dans nos champs respectifs. La formation et la recherche, la spécificité des problématiques carcérales a été signalée par Pierre Thomas avec la nécessité de former les collègues et pouvoir identifier des ressources, des réseaux et des acteurs, bien savoir où ils sont, ces réseaux et ces acteurs. Finalement, on sait peut-être qu'on est formé, mais on ne sait pas qui est formé et vers qui s'orienter. Il y a beaucoup de XAPA qui ont peu de liens et qui connaissent pas où se trouvent les CMP. Il y a des CMP qui connaissent pas les XAPA et donc ou les CARUD. Donc, il faut vraiment participer de cette peut-être d'annuaire de réseaux et d'acteurs. La question des IPA en addictologie, favoriser la formation de l'addictologie dans les IPA en santé mentale, faire des expérimentations en santé d'IPA en addictologie, je pense que c'est des propositions qu'on peut probablement demander. Former les équipes duel nous ont montré comment elles pouvaient intervenir, former, sensibiliser, déstigmatiser, c'est un point important, pathologie mentale et pathologie addictive, et favoriser l'autonomisation. La collaboration entre les équipes de recherche a été montrée du côté de la médecine générale et de la recherche qui est faite en médecine générale, avec la collaboration avec les pharmaciens, la psychiatrie avec la médecine générale, une recherche qui va se faire du point de vue de l'épidémiologie, évidemment, pour avoir des notions plus fines de qui est touché, de l'interventionnel, quel type d'intervention médicamenteuse ou psychothérapeutique peut être utile, ou d'accompagnement, quel type d'accompagnement, de recherche, évidemment, de soins organisationnels. Le temps de formation facultaire en médecine et dans les autres disciplines pour ces questions de pathologie duel est extrêmement importante. La recherche fondamentale aussi trouvera sa place. La recherche en sociologie, ça a été dit, évidemment, ne serait-ce que la recherche en sociologie. Alors, je ne vais pas faire affront aux chercheurs en sociologie, mais de mon point de vue de psychiatre, addictologue, la question de la compréhension des champs de l'autre, du travailler ensemble, de l'échange et du partage ensemble, en soi, évidemment, c'est un sujet qui me semble fondamental, de la capacité que nous avons à travailler ensemble et à travailler évidemment avec les familles, avec les patients, et faire parler chacun de nos champs, comme on l'a vu cet après-midi, est un élément important de l'accompagnement. Donc, le quatrième atelier, Jean-Michel reviendra dessus, mais vraiment une richesse sur l'aspect du lien de la communauté thérapeutique et de ce côté-là, de ce qui peut être fait dans le soin résidentiel, dans le soin communautaire, la façon dont la psychiatrie doit opérer sa mutation, évidemment l'addictologie aussi, et comment on doit penser
ce soin, dans le prendre soin et dans le traitement et dans la réhabilitation des patients, et la parole des familles extrêmement importante qui à chaque fois la parole des familles qui à chaque fois nous renvoie nous en tant que soignants, en tout cas à la logique même de ce pourquoi nous faisons les choses et de la nécessité à chaque fois de revenir vers la parole à la fois des patients et des familles. Puis les usagers qui ont évidemment leur point de vue et qui nous permettent de remettre en perspective et de ne pas cloisonner ou encloisonner nos pratiques dans une position qui serait trop hégémonique et qui serait justement clivante et délétère pour nos disciplines et pour l'accompagnement. Alors, quel type de propositions pouvons-nous faire? Je suis désolé les amis, je suis peut-être un peu bavard, mais bon, je listais des listes de propositions. Alors, en premier lieu, les patients, reconnaître leurs demandes, articuler le cure et le care dans une logique de réduction des risques. Et je crois que la dictologie peut amener à la psychiatrie cette logique qu'est la réduction des risques et que la psychiatrie puisse encore plus accaparer cette réduction des risques. Améliorer l'inclusion des patients dans la communauté, santé mentale communautaire, ça c'est un point évidemment important, en déstigmatisant. Améliorer la formation, on l'a dit, psychiatrie et pathologie duelle, la formation d'addictologie, les FST d'addictologie, accueillir des internes dans l'EXAPA, pourquoi pas dans d'autres structures, vraiment favoriser l'accueil de personnes en formation. L'EXAPA peut également accueillir des IPA, c'est important, et pour les futurs IPA en addictologie aussi. Donc, le case management également, former, faire des diplômes de case management, des diplômes de patients experts, et puis favoriser l'accompagnement. Favoriser les liens entre XAPA, addictologie et psychiatrie générale, CMP, CHS, par l'intermédiaire de conventions, de coordination de soins, favoriser les réunions de concertation pluridisciplinaire, donc favoriser les conventions dans le cadre à l'échelon local, territorial, évidemment, et supraterritorial, partager les échanges et les formations d'acteurs et les échanges aussi de partage d'intervenants et peut-être faire de la téléconsultation pour les personnes qui sont éloignées. Favoriser les développements de dispositifs de coordination. On pensera beaucoup sur le modèle des équipes mobiles interdisciplinaires, addictologie et psychiatre. Des équipes mobiles, il y en a dans la rue, mais faire des équipes mobiles interfacées, psychiatriques, sociales, et vraiment penser des équipes dans la rue, auprès des patients migrants, auprès des patients en situation d'isolement, des jeunes mineurs non accompagnés, avec une valence, peut-être des plateformes, avec une réponse psycho-sociale et également somatique pour l'accompagnement de ces jeunes patients, et peut-être de l'accompagnement de type case management. Favoriser des réponses intégrées, nous l'avons dit, mais en lien avec le champ social, toujours, les équipes mobiles, encore une fois, favoriser l'accompagnement du patient. Et je dis, moi, qu'il y a une logique de l'aller vers, certainement, évidemment, on la connaît, mais au-delà de l'aller vers, il y a le repérage et puis il y a être avec les patients tout au long justement du rétablissement. Je pense que les logiques de un chez soi d'abord et de tapage, c'est au-delà de l'aller vers, évidemment, c'est être avec les patients, être à leur côté et être à leur côté dans le rétablissement et la reprise de pouvoir sur la maladie. Favoriser je pense peut-être que ce que peut suggérer évidemment cette journée, c'est favoriser la création de centres experts référents cliniques, des centres experts qui pourraient être des unités de soins pathologie duelle, qui pourraient avoir une expertise de soins, de coordination des soins, et peut-être de recherche, comme on le fait sur les centres experts bipolaires ou les centres experts de schizophrénie, qui pourraient peut-être constituer des cohortes et améliorer la recherche sur les pathologies duelles. Soutenir les familles, évidemment, avec des programmes d'accompagnement qui ont été cités, favoriser des programmes de recherche fléchés, interdisciplinaires, qui soient fondamentales, épidémiologie, clinique ou organisationnelle. Et rapprocher les patients. Alors, il y avait des numéros, hein, ils ont disparu les numéros, mais le rapprochement avec les patients, les usagers, les acteurs sanitaires et sociaux, que tout le monde puisse se rapprocher pour discuter ensemble des enjeux comme on l'a vu aujourd'hui. Donc, favoriser les rapprochements et puis poursuivre les échanges. Alors voilà, c'est un résumé un petit peu succinct. Enfin, c'est peut-être pas dans l'ordre et c'est peut-être pas mis l'accent sur tout, mais bon, je laisse la parole à mes camarades pour compléter, critiquer. Voilà, et je cesse mon partage. Je vais dire quelques mots pour tout ce que tu viens de dire. Juste une petite coloration suite à la table ronde que j'ai eu le plaisir immense d'animer là tout à l'heure. Ça a été vraiment une table ronde assez intense, un bel exemple d'intelligence collective et comme l'a dit à la fin notre ami Jean-Maxence, il s'agissait au départ de décloisonner psychiatrie et addictologie et on s'est rendu compte qu'on réfléchissait à décloisonner en fait ce que peuvent apporter en commun les patients
les familles de patients, les entourages, les acteurs du soin, qu'ils soient à l'hôpital, qu'ils soient en psychiatrie, qu'ils soient en addictologie, ou qu'ils soient en médico-social, ou qu'ils soient en social, en structure d'inclusion sociale, etc. Et ça, finalement, je pense que c'était un des grands éléments fédérateurs de notre table ronde, puisque l'idée générale, c'était évidemment le thème, c'est qu'il faut partir de la demande des gens. C'est la logique de réduction des risques, mais partir de la demande des personnes concernées. Un des problèmes de l'éloignement du soin de personnes qui souffrent parfois de pathologies addictives ou psychiatriques, c'est souvent que le standard de traitement qui est proposé par les institutions ne correspond pas exactement à leurs attentes. Donc une bonne idée, en fait, c'est de partir de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils demandent, avec une règle importante, c'est no wrong door, pas de mauvaise porte. Il faut que chaque porte soit la bonne, c'est-à-dire que quelle que soit la porte à laquelle frappe l'usager, parce que c'est ça qui correspond à sa demande, cette porte s'ouvre, mais surtout que cette porte ne s'enferme pas sur un couloir qui serait celle de la psychiatrie, qui serait celui de l'addictologue, qui serait celui du social sociogénique, mais quelque chose qui travaille suffisamment en réseau pour que cette porte ouverte puisse ouvrir à d'autres portes. Et c'est ça la règle du décloisonnement, donc d'autres portes institutionnelles, mais aussi d'autres portes professionnelles ou communautaires, ou d'entraide, ou de pair aidance, ou de psychothérapie, ou de travail social, etc. Un autre élément qui m'a frappé, et ça faisait écho à ce qu'on disait ce matin, c'est que finalement, une bonne partie des pathologies duelles sont une pathologie intégrée qui est l'expression de vulnérabilité en amont, et notamment de parcours plus ou moins chaotiques, de difficultés de tous ordres, qui sont des difficultés d'ordre social. Et souvent, la demande peut être à ce niveau-là. Et un des résidents de l'ACT à Toulouse disait qu'une des premières choses que lui avait apporté ce dispositif, c'est la sécurité dans le logement. Et ça, on sait que c'est fondamental pour des gens qui ont eu des trajectoires abandonniques. C'est propre à Tinbergen, si on veut. Le besoin essentiel, c'est le besoin de niche, d'un endroit sécure. Et cet endroit sécure, ça peut être un logement, ça peut être de la nourriture aussi, ça peut être du travail, de la dignité. Il disait à quel point il était fier d'avoir passé son CAP de maçon. C'est pour ça que des approches style ACT, mais style tapage aussi, peuvent être non seulement des formes d'entrée dans le soin, mais sont en eux-mêmes des contributeurs aux soins, évidemment, au travers d'une intervention de type social. Alors, ça amène à des aspects peut-être plus pragmatiques, si j'ose dire, c'est qu'il faut évidemment reconnaître ces différentes approches, que ce soit des approches biomédicales, des approches psychothérapeutiques, des approches sociales, sur un même niveau de légitimité et de reconnaissance. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire on est souvent, moi je suis médecin, je suis psychiatre, j'ai été formé à des approches un peu pyramidales. Je crois que dans ce qui était dit dans cette table ronde, et c'est l'avenir, je pense, c'est qu'il faut arriver à avoir des approches beaucoup plus horizontales, non seulement entre les patients, leurs familles et les techniciens, mais aussi entre les techniciens eux-mêmes. C'est-à-dire entre les hospitaliers, entre les travailleurs sociaux, entre les psychologues, entre les différentes formes d'établissement, pour que là aussi, une intelligence collective puisse se développer de manière équilibrée. Alors au plan programmatique, si j'ose dire, on ne peut que souscrire à ce que disait le ministre et le délégué ministériel, c'est qu'un espace où ça doit être développé, cette reconnaissance mutuelle, c'est évidemment celui des PTSM, où logiquement, on devrait pouvoir avoir ces articulations à un niveau territorial, à condition, c'était un des éléments qu'on avait pu évoquer, que les PTSM ne soient pas enfermés dans la logique psychiatrique, mais s'ouvrent vraiment au champ de la santé mentale en général, et y compris aux établissements médico-sociaux de soins en addictologie qui ne sont pas hospitaliers, qui sont de gestion associative et qui parfois ne sont pas suffisamment connus. Un autre élément à développer, évidemment, c'est la politique de visibilité du secteur, des consultations hospitalières, des ELSA au sein des hôpitaux qui sont parfois mal identifiés, mais aussi des XAPA et des CARUD dans le monde, dans la ville, dans la communauté, où souvent ils sont mal identifiés par les professionnels de première ligne, par leurs collègues hospitaliers, mais surtout, c'est ça qui est plus embêtant, par les patients et leur entourage. Enfin, juste un mot, un autre élément évidemment à développer, mais ça a été dit et j'y souscris totalement, pour décloisonner, alors là on entre dans le pratique, si j'ose dire, c'est la question des postes partagés. On a déjà pas mal de postes partagés entre médecine libérale et XAPA CARUD, il faudrait faire pareil avec les hôpitaux, et surtout développer, dans la mesure du possible, les stages d'internes de spécialité de médecine générale, mais aussi de psychiatrie, mais aussi d'addicto dans les XAPA et CARUD, c'est ça qui facilitera de fait une bonne reconnaissance. Et enfin, il faut soutenir et promouvoir tout ce qui est de l'ordre des nouveaux métiers, si j'ose dire. Donc évidemment la pair aidance, la reconnaissance de la part des usagers, mais également tout ce qui a été évoqué sur le case management, sur les IPA, etc. Et dans des logiques collectives d'empowerment, de rétablissement qui
font que, comme c'était dit de façon amusante par Nicolas Bourguignon à propos des communautés thérapeutiques, quand elles ont été créées en France, ça semblait un petit peu ringard, le retour d'un passé lointain autour de l'abstinence. Et actuellement, à l'inverse, c'est vraiment le retour vers le futur. On a l'impression que c'est des structures très prometteuses en matière d'empowerment, de travail du groupe. Et si j'avais un mot pour dire malicieusement le fond de ma pensée, je pense que d'une certaine manière, les communautés thérapeutiques sont d'excellents centres experts pour la prise en charge des troubles duels. C'est ainsi que ça se passe en Espagne, en Italie, dans d'autres pays. Et je crois que ça mériterait d'être intégré à la réflexion des institutions universitaires. Chers amis, je cède la parole à Amine. On le fait en SSR aussi. Amine. Oh oui, oui, bien sûr. Mais je connais moins les SSR. Merci Georges, merci Jean-Michel. J'étais en train de me dire l'avantage d'être avec des collègues bavards comme moi en fin de journée, c'est que ils disent tout et on a moins de choses à dire parce qu'on est un peu fatigué. C'est l'avantage. Bon, en tout cas, merci. Hein. Comme dit l'autre, vous avez tout dit, j'ai plus rien à faire, si ce n'est probablement de pointer deux, trois idées en lien avec ce que nous a dit notre ministre Olivier Véran et qui nous semble important parce que évidemment tout ça est bien beau, mais il faut avoir des moyens pour le mettre en place. On doit le reconnaître quand même une permanence, Olivier Véran, notre ministre, c'est que clairement, avant même d'être aux affaires, on va se parler comme ça, il a toujours montré sa capacité et son adhésion à la question des addictions. Et donc, disons que c'est un homme de son époque. La réduction des risques, ça lui parle. Il a bien sûr soutenu les salles de consommation à moindre risque. Il a pris à bras le corps la question du cannabis avec une déstigmatisation. Donc, on peut lui faire crédit de nous accompagner dans la question importante que sont la question de la pathologie duel. En gros, finalement, c'est quoi la problématique? C'est la trappe dans laquelle se retrouvent des personnes qui sont consommatrices et qui en même temps ont une problématique psychiatrique et même psychologique, pour pas aller aussi loin, et leur incapacité à trouver un espace d'écoute, de prise en charge, d'accompagnement et finalement de rémission et de vie. C'est tout ce qui a été dit pendant la journée. Il y a deux éléments sur lesquels probablement je reviendrai. C'est la nécessité de produire de l'épidémiologie de qualité en France. C'est-à-dire, il nous faut la vraie photographie. Il faut des vraies études de cohorte, des études d'épidémiologie pour savoir où on en est réellement. La plupart du temps, lorsque on veut poser la problématique, et on a une expression fétiche, c'est pas une exception, mais c'est la règle, on se base essentiellement sur des grandes études de cohorte états-uniennes, notamment la NESARC, la NCS, tout ça. Il faut qu'on arrive à produire des choses qui nous concernent et qui nous ressemblent. Et je pense que la France peut clairement mettre en place. Et pour le mettre en place, il faut nommer les choses et définir le périmètre. Ça a été un élément extrêmement intéressant qui a été dit dans la question de la synthèse, comme l'a abordé Georges ce matin. Qu'est-ce que les comorbidités? Qu'est-ce que la pathologie duel? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le dual diagnosis? Ça, c'est un des sujets sur lesquels on a régulièrement tendance à venir redéfinir, et ça sera redéfini encore une fois, comme je l'ai montré ce matin au mois de décembre, parce qu'il y a toute une session sur la définition. Hein? Est-ce que c'est le modèle de Kanzian? Est-ce que c'est le modèle de Casas? Est-ce que c'est le nôtre? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi exactement la pathologie duel? Est-ce que c'est la problématique, comme tu le disais si bien, c'est rouge et bleu qui donne du vert, et donc est-ce que vous savez que on n'est pas les seuls à se poser la question. Enfin, des collègues qui travaillent sur le suicide, pour eux, c'est un phénotype. Le suicide, ce n'est pas une complication, c'est un vrai phénotype. Donc, c'est une problématique, c'est une question qui se pose réellement. Et un élément sur lequel aussi on doit nous s'interroger et interroger aussi les pouvoirs publics. Pourquoi l'industrie pharmaceutique, c'est un gros mot, ne s'intéresse pas? La plupart du temps, lorsqu'on met un médicament, je ne parle pas de la prise en charge en ligne, ceci, mais un médicament, c'est souvent un avenant, on essaye, mais on est hors AMM. C'est aussi une réalité, notamment lorsqu'on a affaire à des pathologies gravissimes où le pronostic vital est engagé. Je pense que voilà quelques pistes intéressantes. Attelons-nous à les organiser, amenant finalement les personnes de bonne volonté à travailler, que les chercheurs cherchent, que les patients nous aident, que les associations se mettent en place, que les IPA, les infirmiers de pratique avancée en psychiatrie, eh bien, s'expriment aussi, que les associations de patients comme France Addiction, France Patient Addiction, mais pas que, puissent finalement prendre à bras le corps cette problématique et commencent à construire le logiciel avec nous. C'est, je pense, que le message qui a été celui qu'on a entendu tout au long de la journée et qui est aussi le nôtre, puisque on ne fait que mettre en écho un certain nombre de choses.
Je m'arrête, j'avais 4 minutes simplement pour dire, c'est des artifices oratoires, hein, pour marquer un peu le coup. Je pense qu'on a eu un grand succès. Je suis en train de lire à 471 personnes en ligne. Vous me direz, il n'y a pas encore le couvre-feu, mais c'est pas mal quand même. On peut se féliciter de l'organisation. C'est vrai, féliciter Nathalie Latour, tu l'as pas assez fait, Georges. Féliciter évidemment toutes les personnes qui ne sont pas devant l'écran et qui ont fait un travail remarquable. Je dois féliciter aussi quelqu'un qui est notre Nathalie Latour à nous, c'est ma Véronique Maffeo, qui a donné le logo, Oui, qui a travaillé oui, aussi à merci la Véronique, Fédération française évidemment. de foot. Voilà, et un certain nombre de personnes qui ne sont pas citées, mais qui sont des influenceurs dans le bon sens du terme pour cette grande messe qui a été la journée psychiatrie addicto, portée évidemment par la Fédération Addiction. Voilà.